Donc, sur quel point on est parti? On s'est surtout intéressé, nous, à la question de l'agriculture, vraiment de focaliser sur la méthanisation agricole et pas sur toutes les méthanisations. Et on s'est intéressé à ce sujet particulier puisqu'on savait que l'agriculture, et notamment l'agriculture ardennaise qu'on a étudiée dans ce contexte-là, était en difficulté et essayer de comprendre comment face aux volatilités des prix et des revenus des agriculteurs, et puis aussi au gain de pouvoir de l'industrie agroalimentaire dans cette région des Ardennes, comment les agriculteurs allaient développer des stratégies pour subsister et puis pour continuer à se développer dans ce contexte-là. Et en particulier, étudier ce qu'on pourrait appeler une stratégie de diversification des activités des agriculteurs, stratégie, nous, sur laquelle on s'est focalisé, c'est celle de la méthanisation. Donc, la méthanisation, mais vous le savez, la plupart d'entre vous, puisque y a quand même beaucoup de gens qui sont inscrits, travaillent déjà sur ces problématiques-là. La méthanisation, la particularité qui est assez forte, c'est que on ne va pas être sur une énergie renouvelable, on va dire, simple à mettre en place. On va être sur quelque chose qui doit être inscrit dans les activités du territoire, puisqu'on va avoir une triple dimension, une dimension énergétique, soit électricité, gaz, et puis de chaleur, une dimension agricole, puisque l'agriculture, c'est souvent elle qui fournit une partie du gisement, dans notre cas ce sera toujours le cas, et puis qui fournit aussi le processus de méthanisation qui produit le digestat qui va être souvent mobilisé dans des plans d'épandage. Et puis enfin, la dimension déchets qui devient de plus en plus cruciale sur les débats qu'on a actuellement sur la méthanisation, avec une diversité des gisements, mais aussi l'utilisation qui est faite du digestat, qui correspond à la réutilisation du coproduit, qu'on ne pourrait pas appeler déchet, mais du coproduit de la méthanisation qu'est le digestat. Donc il y a forcément une variété des porteurs d'unités possibles. Nous, on a plutôt des porteurs agricoles là, dans le contexte que je vais vous présenter, mais vous savez aussi qu'il peut y avoir des collectivités, des industries et même des particuliers sur les micro-unités qui peuvent porter ce type de projet. Donc là, je ne vous présente pas tout le processus que vous le connaissez pour la plupart, mais qu'est-ce que je souhaite vous dire ici, c'est que la méthanisation, ce qu'on va pouvoir étudier, c'est l'implantation, le fait que ça s'implante ou non sur un territoire donné avec des agriculteurs, un groupe d'agriculteurs donné par exemple, ou un seul agriculteur dans nos cas. Et puis la deuxième question qui va se poser, c'est tous les choix que va devoir faire le porteur de projet sur l'implantation de son unité sur le territoire, que ce soit des choix amont sur la recette de l'unité, donc sur les intrants qui vont être utilisés, qui viennent ou non de l'exploitation agricole associée, sur vraiment le procédé de méthanisation, et puis aussi sur l'utilisation aval de ce qui est produit. Et on voit que les grands débats aussi aujourd'hui sont en partie sur la valorisation soit en électricité, soit directement du biogaz en biométhane ou en bio-GNV pour les véhicules. Alors, je reprends quelques éléments de chiffrage avant de présenter à stricto sensu le papier pour qu'on ait ça un peu tous ensemble, ces points-là dans la tête. On commence, nous, à avoir, notamment avec le travail qu'on mène avec les Rémois du laboratoire Regard dans le projet Biocar, à se poser la question de l'implantation européenne de tous ces projets. Comment ça fait histoire au niveau de l'Europe en entier? Et ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, il y a un cadre commun sur le développement des ENR en Europe. Il n'empêche que, concernant la méthanisation, il va y avoir une volonté de la mettre en place, mais qu'elle va être mise en œuvre de manière très différenciée. Et ça se voit par deux choses, par les types d'unités qui vont se mettre en place. Vous connaissez les différences entre France et Allemagne, hein. On va avoir des unités qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, mais aussi sur la vitesse d'expansion et de la construction de la filière, qui va pouvoir être très différente suivant le contexte qu'on va étudier. Alors certains d'entre vous ont certainement des chiffres plus à jour. On avoisinait les 600 et quelques unités, donc plus de 500 unités en tout cas en France, alors qu'il y en avait 31 en 2010. Donc on est vraiment sur l'émergence d'une filière. C'est ça aussi qui nous a intéressés en tant qu'universitaires pour travailler là-dessus, c'est qu'on avait l'impression, en commençant à travailler là-dessus en 2016, qu'on était au tout début de quelque chose, contrairement à, par exemple, aux collègues qui étudient les filières bois-énergie, qui sont déjà sur une filière qui est bien installée. La plupart des unités sont aujourd'hui agricoles, que ce soit à la ferme ou collective. Donc là, on a vraiment une problématique agricole qui se construit autour de ça. Des rythmes de croissance, j'ai pris ceux de 2011-2015 qui étaient à 50 unités par an, mais on est aujourd'hui un peu plus que ça. L'ATE estimait à 1700 emplois en 2013 et prévoyait, si on mettait en place toutes les unités comme prévu,
15 000 emplois associés en 2020, donc ce qui représente quand même un nombre d'emplois important. Et puis ce que je vous disais, le développement récent d'une autre façon d'utiliser la méthanisation, on était principalement sur une utilisation par cogénération, c'est-à-dire pour produire de l'électricité. Puis avec le développement récent, quand on voit les projets qui sont en attente, on a beaucoup plus de projets sur la production de biométhane. Et donc avec un développement récent de l'injection et des unités de méthanisation qui vont donc être un peu plus grosses. Alors, les objectifs associés à la méthanisation évoluent. C'est-à-dire qu'on était sur l'idée de 1000 unités de méthanisation il y a encore quelques années, 10% de biogaz sur le réseau en 2030, et puis tout ça est rebrassé actuellement avec la programmation pluriannuelle de l'énergie de 2019. Objectifs et moyens qui étaient prévus en début d'année à la baisse plutôt. On pourra en discuter au fur et à mesure de comment ça se met en place au final sur ces questions-là. Et puis aussi la question, mais ça j'y reviendrai pas beaucoup, mais même si c'est important sur le territoire ardennais, d'une filière amont, c'est-à-dire de constructeurs qui n'étaient pas encore très présents il y a quelques années, même si ça commence à se faire, pas très présents il y a quelques années sur le territoire. On verra que sur les Ardennes, ça implique une relation forte avec l'Allemagne sur la construction des unités de méthanisation. Donc voilà, ça c'était les estimations de 2015 par, je crois que c'est l'ADEME. Et donc on voyait le décalage entre l'objectif d'avoir 1000 unités de méthanisation à la ferme et puis au final ce qui était prévu. Décalage qui existe soit, mais il n'empêche que c'est quand même une filière qui se développe beaucoup et qui pose des nouvelles questions, notamment en termes de politique publique, pour la plupart des décideurs. Donc je vous ai déjà dit un peu ce qu'était la genèse de notre projet. Et donc la question qu'on s'est posée, c'était un peu les facteurs d'implantation d'unités de méthanisation autres que les facteurs technico-économiques vraiment, même si on les étudie par la rentabilité, on le verra dans l'autre projet, mais essayer d'ouvrir ça aux questions sociales et territoriales. Au-delà des facteurs d'implantation, comprendre ce qui détermine la taille d'une unité, par exemple, est-ce qu'on va être à la ferme ou est-ce qu'on va être collectif ou est-ce qu'on va s'associer avec un industriel de l'industrie agroalimentaire, etc. Et puis ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est aussi de comprendre, et ça j'essaierai de développer ça, c'est ça que j'ai beaucoup développé ici, quels sont les effets des unités de méthanisation sur l'activité des agriculteurs et sur le secteur agricole, c'est principalement ce que je vais regarder, mais on pourra aussi regarder sur le secteur énergétique, mais essayer de comprendre comment ça va modifier ce que fait l'agriculteur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste l'agriculteur qui va se dire tiens, je rajoute des panneaux photovoltaïques par exemple, puis c'est une activité totalement à part, non, ça va vraiment modifier son activité d'agriculteur, on le verra par la suite. Et donc, il ne va plus faire de l'agriculture de la même manière qu'avant. C'est ça qu'on essaiera de discuter ici. Je vous présente un peu le cadrage théorique qui est le nôtre pour que vous compreniez sur quoi on va se poser là-dessus. Donc nous, du coup, en tant qu'universitaire, notre but est double. Le but est d'essayer d'avancer sur cette littérature des Global Value Chains, qui est une littérature en plein développement actuellement, et puis en même temps d'utiliser cette littérature pour informer sur le développement de la méthanisation. Le concept... Donc on va se poser la question des chaînes de valeur. Donc la chaîne de valeur, c'est comprendre comment les différents acteurs d'une même chaîne de valeur, on pourrait dire filière pour faire très français, vont se partager la valeur ajoutée dans le processus. Et puis le terme sur lequel on va essayer de s'appuyer, c'est le terme d'upgrading. C'est le fait que les firmes subordonnées, donc on identifie que c'est plutôt le cas, c'est ce que je vous montrais au début, des agriculteurs, qui sont des firmes qui vont ne pas être dominante sur ce secteur, essayer de comprendre les dispositifs qu'ils vont mettre en œuvre pour saisir les opportunités liées à des rentes ou des situations au management des risques, et donc essayer de comprendre s'ils vont réussir à capter des gains de valeur ajoutée. Est-ce que ça va se faire juste au niveau de la chaîne? Est-ce qu'eux vont réussir à capter la valeur ajoutée? Et même, est-ce qu'ils vont essayer de gagner du pouvoir dans leur chaîne globale de valeur, notamment ici par rapport à l'industrie agroalimentaire? Donc, ça, je ne vais pas le développer au niveau des types d'upgrading. Nous, ce qu'on va voir, c'est juste l'upgrading interchaîne qui est particulier. C'est comment une entreprise peut décider de s'upgrader, non pas en restant dans la même filière, non pas en restant dans la même chaîne de valeur, c'est-à-dire l'agroalimentaire, mais en se déplaçant dans une autre chaîne de valeur. Là, c'est le cas en se déplaçant dans la chaîne de valeur. Alors, c'est très compliqué, biomasse énergie, donc c'est-à-dire dans une chaîne de valeur à la fois en partie déchets, en partie énergie, une nouvelle chaîne de valeur, biomasse énergie. Essayez de voir comment l'entreprise se repositionne en se déplaçant dans cette nouvelle chaîne de valeur. Et puis, essayez de voir particulièrement si cet upgrading il est contraint, c'est-à-dire qu'on a des exemples, Pascal m'en parlait encore la semaine dernière, où au final, on va demander
à l'agriculteur de faire ça sur son territoire. Est-ce que vous pouvez mettre en place une unité de méthanisation? Parce que nous, on a par exemple des déchets à recycler, et nous, ça nous intéresserait que vous fassiez ça. Dans ce cas-là, c'est vraiment un upgrading qui va être contraint. Ce n'est pas le choix de l'entreprise en tant que tel. Et puis, on a des cas où ça va vraiment être une stratégie de l'acteur qui va décider, pour se différencier, notamment dans le cas-là par rapport aux autres acteurs du territoire, de mettre en place cette unité de méthanisation. Là, ce qu'on verra, c'est qu'en se déplaçant sur l'autre chaîne, donc il est sur la chaîne globale de valeur agroalimentaire, il va se déplacer sur la question énergétique. Ce qu'on va voir, c'est que là, généralement, ce qu'on identifie dans la littérature, c'est plutôt des cas où c'est des transferts de connaissances. Je produisais des écrans d'ordinateur, je peux produire des écrans de télé, des écrans de smartphone, je me déplace sur d'autres chaînes de valeur, mais ce que j'emmène, c'est mes compétences, et je ne vais pas réutiliser ces compétences-là pour reproduire des ordinateurs. Là, ce qui va être particulier, c'est de voir que l'agriculteur, il va maintenir ces deux activités, et puis il va nourrir chacune de ces activités par celle qu'il mène dans l'autre chaîne globale de valeur. Donc, sur quel sujet on s'est positionné? Donc là, c'est les premières enquêtes qui ont été réalisées, sachant que Pascal, Mathilde et Sabina, notamment, ont continué à travailler sur la Marne, sur le sud-ouest aussi, etc. Donc on a étendu maintenant nos analyses, mais là, on se positionne principalement sur le contexte ardennais, avec 13 unités de méthanisation qui étaient en place. Ça n'a pas bougé, Pascal, c'est toujours ça? 15. Et donc, on a interrogé 9 éleveurs. Donc, il y en avait 13 à l'époque, 13 encore l'année dernière. 9 éleveurs dans ce contexte-là, avec 2 heures dans les exploitations. Et puis, des entretiens aussi avec les autres acteurs du territoire, notamment Chambre d'agriculture et puis associations qui étaient présentes en local, ALE 08, bien que cette association ait disparu depuis. Donc, c'est un département de polyculture élevage qui est particulier parce qu'il est proche de la Marne, qui est un département céréalier, donc il va avoir une influence de l'industrie agroalimentaire présente dans la Marne, et puis qui est aussi proche du contexte de l'Allemagne. Donc on va avoir tout un tas de connexions qui vont se faire, notamment lorsqu'il y a la mise en place de la méthanisation. Et on a la première unité de méthanisation en France qui s'est mise en place dans le contexte de l'agriculture. Unité de méthanisation agricole à la ferme. Donc ce qui est intéressant à voir, c'est que lors du développement de l'unité de méthanisation, qu'est-ce que l'agriculteur va faire? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mobiliser à la fois des savoirs particuliers de l'agriculture, des produits joints de l'agriculture, résidents de culture et effluents d'élevage, pour aller dans une autre chaîne de valeur qui est la chaîne de valeur biomasse-énergie. Ce déplacement, de quoi ça va venir dans ce cadre-là? Ça vient aussi du territoire, puisque sur le département des Ardennes, ça s'est joué, je vous ai dit, sur 3 choses. Une dynamique entre agriculteurs qui va se mettre en place, puisque les agriculteurs, à chaque fois, vont aller visiter les autres unités de méthanisation lorsqu'ils vont mettre en place leurs propres unités. Et puis une influence de l'environnement, proximité de l'Allemagne. On verra aussi proximité de la Marne, mais plutôt en creux sur la façon dont ils vont développer les projets. Et puis sur le territoire même, avec la présence d'ALE 08, qui va initier ce mouvement-là, notamment parce que la personne qui a développé les choses avait un doctorat sur la méthanisation et va essayer de développer sur ce territoire la problématique de la méthanisation. Ce qui est important de voir, et pourquoi on le caractérise comme un upgrading interchaîne ici, c'est que ce n'est pas une activité connexe du tout, ça va vraiment s'implanter dans l'exploitation agricole. Et lorsque l'agriculteur va mettre en place ça, il va avoir une volonté à la fois de revenus supplémentaires, mais pas de revenus supplémentaires en tant qu'une autre activité, de revenus supplémentaires pour son exploitation, et aussi une volonté de se positionner en autonomie vis-à-vis de l'agro-industrie. Et ça va être un positionnement qui vient de sa situation de subordination dans la chaîne de globale de valeur agroalimentaire. C'est le fait que face à l'agro-industrie, dans ce département-là, il est très dépendant sur l'agriculture, à la fois en amont et en aval, sur les intrants qu'il va utiliser et puis sur la vente. Eh bien, il va se positionner sur une solution qui va lui permettre de ne pas dépendre des intrants de l'agro-industrie. Comment ça va se faire? Ça va se faire tout simplement avec un dimensionnement relativement petit des unités. Et ce qu'on remarque dans les entretiens, c'est que ce choix de dimensionner petit est très lié à la volonté d'utiliser uniquement les intrants de l'exploitation agricole. Donc la plupart, 8 sur 9, vont utiliser uniquement les intrants de l'exploitation agricole, pas parce que c'est ce qui va être le mieux d'un point de vue technico-économique vraiment, mais parce qu'il ne veut pas dépendre des intrants de l'agro-industrie et de sa relation avec l'agro-industrie qui existait précédemment. Donc quand il se positionne dans cette nouvelle chaîne globale de valeur biomasse-énergie,
il utilise sa relation avec les autres acteurs de la chaîne globale de valeur agro-industrielle pour se positionner dans cette nouvelle chaîne. Et pour se positionner dans une position différente en réussissant à obtenir de l'autonomie par le fait de dimensionner relativement petit ces unités. Donc ça, c'est le résultat important qui est de voir qu'il faut comprendre le contexte agricole pour comprendre ce qui va se passer sur le choix de l'unité de méthanisation. L'autre chose qui est important à voir, et ça vous en avez aussi, alors là j'ai mis les termes que nous on utilise en tant qu'économiste sur le sujet, mais il n'empêche qu'il est important de voir, c'est le fait que cet upgrading-là interchaîne ne va pas uniquement leur permettre de se déplacer sur l'énergie et de se positionner différemment dans la chaîne de valeur énergétique, mais aussi d'avoir des effets retours sur leur activité agricole en tant que telle. Ces effets retours passent par quoi ? Ils passent par le fait qu'ils vont utiliser un digestat qui peut être considéré comme un meilleur engrais parfois, on pourra le rediscuter, puis aussi être moins odorant pour faciliter la relation avec les voisins, en tout cas sur les endroits où c'est épandu. Donc on va utiliser ce digestat, et donc on utilise le processus de méthanisation pour avoir un engrais de meilleure qualité qu'avant. On va aussi avoir l'utilisation de la chaleur. Là, on a beaucoup le cas, c'est que des unités, je ne vous l'ai pas dit, je crois, en cogénération. Ici, c'est des petites unités de toute façon. Et donc, les premières étaient contraintes légalement d'utiliser la chaleur, parce que vous savez, enfin pas légalement, mais vous savez que les aides étaient conditionnées au fait d'utiliser la chaleur. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il n'empêche que même ceux d'après vont continuer à utiliser la chaleur pour sécher les grains et chauffer les bâtiments avoisinants. La dernière chose, c'est que qu'est-ce que ça va leur permettre cette chose-là sur la chaîne globale de valeur agro-industrielle, c'est de se repositionner en tant qu'agriculteurs, souvent en se spécialisant, c'est-à-dire que souvent ils sont en polyculture vache allaitante, vache laitière, et ils vont se repositionner sur uniquement l'un des deux produits. L'autre chose qu'ils vont pouvoir faire, même pour certains, c'est on a un cas d'un agriculteur qui a utilisé ça pour faire sa transition vers le bio. On en rediscutera, je pense, sur les questions de l'agroécologie. Il va utiliser notamment la trésorerie qui va dégager par la méthanisation pour passer au bio. Et donc, il va vraiment utiliser ce qu'il fait sur la filière énergétique pour se repositionner concernant l'agriculture. Gain de pouvoir, je vous disais, l'important, c'est gain de valeur ajoutée. Là, il y a des gains de valeur ajoutée. L'intérêt pour l'agriculteur, c'est vu qu'il y en a quelques-uns qui mettent ça en place, c'est des gains de valeur ajoutée que l'industrie ne va pas pouvoir tout de suite capter, puisqu'il y a uniquement quelques agriculteurs qui ont fait ça. Et donc, vous savez que le prix est globalement soit mondial ou en tout cas défini à l'échelle plus grosse que l'unité de méthanisation, que l'exploitation agricole. Et donc, c'est des gains de valeur ajoutée qu'à court terme, l'industrie agroalimentaire ne va pas pouvoir capter. Sur les gains de pouvoir, on observe très peu de choses. On observe juste des cas où il y a la volonté d'autonomie déjà. Donc, sur la chaîne biomasse-énergie, la volonté d'être autonome, donc de gagner en pouvoir sur ce qu'on fait sur cette dimension-là. Et sur la chaîne globale de valeur agro-industrielle, on a des cas où les agriculteurs vont dire que ça peut éventuellement les aider, c'est assez limité, mais dans la négociation de prix de nourriture pour les animaux, puisqu'ils rendent des services de temps en temps. Par exemple, s'il y a un camion qui est tombé en panne à un endroit, ils vont pouvoir dépanner en utilisant les produits du camion de l'industrie agro dans l'unité de méthanisation. Et donc, ce qu'ils vont faire après, c'est utiliser ces échanges d'aides ponctuelles pour négocier plus favorablement les prix des nourritures animalières. Voilà ce que je voulais vous raconter. Ça nous donne, et là je ne vais pas vous décrire tout le schéma, mais ça nous donne en fait une situation des éleveurs qui se retrouvent pris entre son ancienne chaîne globale de valeur agro-industrielle, la nouvelle chaîne globale de valeur énergie, et même de plus en plus, vu les enquêtes qu'on mène, on pourra mettre /déchets, parce qu'on voit que c'est très très déterminant dans les processus qui vont être menés dans le développement de l'unité. Et puis tout ça inscrit dans un territoire avec une négociation qui va se faire avec le voisinage. Et puis on a quelques collègues en sociologie ici. Et donc vraiment la question de l'acceptabilité ou de l'appropriation possible par le territoire du projet de l'unité de méthanisation. Qu'est-ce qu'on a montré là ? Ce qu'on essaye de montrer, c'est vraiment que sur ce cas particulier, puis sur les autres d'après, le dimensionnement et puis le choix de développer l'unité de méthanisation ne se fait pas sur des critères uniquement technico-économiques, qui va dépendre de la relation entre l'agriculteur et puis l'industrie agro, la relation avec le voisinage et le territoire, et puis aussi, chose qu'on a moins détaillée ici, mais on le voit par exemple sur l'utilisation de la chaleur, éventuellement des politiques de subvention qui vont exister en local. On en reparlera beaucoup plus cet après-midi sur les revenus, puisqu'on se centrera sur les revenus qui sont dégagés par les agriculteurs.
Voilà, sur le chose théorique, je ne vais pas vous le dire. La nécessité pour nous, c'est, et on a commencé à le faire, et puis on veut continuer à le faire évidemment, c'est étendre nos enquêtes sur la France et puis aussi permettre à terme une comparaison en Europe et puis avec les Suds. Et réussir, il ne faut pas que je joue avec ça, à faire une combinaison quanti-quali, c'est-à-dire on a de plus en plus, on est à 50 interviews aujourd'hui, 50 entretiens, et donc on a de plus en plus la capacité à faire du traitement quantitatif de notre information. Et ce qui sera présenté aussi cet après-midi, c'est le fait d'essayer de chiffrer les gains de revenus mis en place par l'agriculteur. Enfin, vous avez compris que c'était le but du laboratoire du LEAD, c'était de faire converser les sciences sociales avec les sciences, avec la biologie, pour faire plus simple, et la physique, vu que c'est les trois cœurs d'activité du laboratoire. Et on a commencé, notamment aussi là en collaboration avec la PESA, à travailler sur la question des aspects plutôt biologiques pour essayer de nourrir nos réflexions et construire une réflexion commune interdisciplinaire sur ce sujet, ce qui sera peut-être le cas à un moment avec le développement au sein du Centre politique de la Terre. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vous remercie. On présentera dans l'après-midi les autres travaux qu'on a pu mener par la suite. Je vous laisse le lien vers notre site internet qu'on a créé récemment. Je remercie amplement Mathilde pour ça. Le site internet qu'on a créé, et puis mon adresse mail. Et puis vous pouvez aussi retrouver l'article publié dans la revue d'économie industrielle. Déjà, la contrainte, on peut dire que la contrainte légale sur l'utilisation de cultures énergétiques, c'est ça qui va faire quand même une grosse différence avec l'Allemagne. C'est le fait que les cultures énergétiques dédiées ne vont pas être autant subventionnées que dans le contexte allemand. On a une époque en Allemagne où si on utilisait les cultures énergétiques en tant que telles, on pouvait être subventionné, alors qu'en France, ça a toujours été limité, voire interdit dans le mix qu'on allait utiliser, dans la recette qu'on a utilisée pour l'unité de méthanisation. Donc ça va limiter les projets de grosses unités qui vont se développer uniquement sur des cultures énergétiques. Je parle bien là de culture énergétique et pas de culture intermédiaire à vocation énergétique. Vraiment sur des cultures énergétiques qu'on mettrait dans l'unité de méthanisation. Donc ça, il y a cette première chose-là qui va vraiment, à mon avis, créer une grosse différence sur le contexte allemand et le contexte français et favoriser l'utilisation des effluents et des lisiers, donc plutôt de l'élevage, sur des petites unités de méthanisation. Après, à chaque fois, on va avoir... Alors, je ne sais pas Pascal si tu veux compléter, mais on va avoir un conditionnement à la taille de l'unité de méthanisation des différentes aides et différents tarifs. Alors, il y a deux types d'aides principalement, les aides à l'investissement. Donc ça, par exemple, l'ADEME va fournir des aides. On va avoir des aides à l'investissement dans l'unité de méthanisation. Et puis après, une aide importante aussi qui va passer par l'existence d'un tarif de rachat qui va être fixé de manière contractuelle avec Enedis notamment pour l'électricité, mais aussi potentiellement avec le fournisseur de gaz quand c'est de l'injection. Donc ce tarif de rachat qui est beaucoup plus élevé que le tarif, on va dire, de marché, vu qu'on est à peu près à du x3, x3, x4, un peu plus de 20 centimes face à 6 centimes, on était à ça en 2018, 20 centimes d'euros face à 6 centimes pour le tarif de marché. Donc une grosse aide du secteur, mais pour toutes les énergies renouvelables, c'est le cas. Et ça va être conditionné à chaque fois à des tailles d'unités de méthanisation et à des recettes particulières. Donc je vous disais par exemple sur les cultures dédiées, on ne va pas pouvoir les utiliser si on veut pouvoir avoir le tarif de rachat correspondant. Et ça, c'est en perpétuelle négociation. Et on voit là qu'avec le projet de programme pluriannuel de l'énergie 2019, c'est en partie ça qui était remis en cause sur les tarifs de rachat qui seraient envisagés. On est plutôt sur l'idée aujourd'hui, mais ce n'est pas encore très clair exactement ce qui va se passer, mais en tout cas de diminuer l'aide à la filière de manière progressive. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pascal. Oui, simplement dire que la problématique des subventions, il faut avoir en tête qu'elle n'est pas nationale, elle est plutôt régionale, et notamment sur ce qui concerne les subventions à l'investissement, et non pas la problématique du tarif de rachat qui lui est national et qui dépend de la nature même de l'unité de méthanisation.
mais il y a des vraies différences en termes de politique régionale, de subventions, qui dépendent d'un service de l'ADEME à l'autre, d'un service régional à l'autre, et donc il y a des vrais effets de région, notamment lorsque les investissements sont assez lourds. Et je pense notamment à l'effet de seuil qui existe sur les unités en injection, les études montrant que, personnellement, je discute ce point, je ne suis pas absolument convaincu, mais les études semblent montrer que les unités en injection ne sont pas rentables si elles sont en dessous de 300 kW, enfin l'équivalent de 300 kW électriques. Et cette position fait que les subventions, dans certains cas, dans certaines régions, ne vont pas être accordées aux agriculteurs si ils n'atteignent pas cette taille critique. Et du coup, on va avoir un effet taille qui est lié aux subventions, notamment pour les unités en injection. Et je voulais souligner un autre point, c'est que, on montrera ça cet après-midi, mais les subventions ne garantissent pas la rentabilité du projet. On montrera que dans l'ouest de la France, il y a eu beaucoup de problèmes liés aux constructeurs, et les problèmes qui ont généré ces constructeurs sont des problèmes de fonctionnement, de capacité à faire tourner correctement les unités de méthanisation, et ça a eu pour effet de rendre peu rentables des unités qui pourtant avaient été très largement subventionnées. Et donc même parfois les subventions régionales et de l'ADEME ont été rehaussées pour permettre à certains agriculteurs de pouvoir garantir ne serait-ce que l'unité de méthanisation ne fasse pas faillite au bout d'un an ou 2 ans, parce que l'unité de méthanisation ne fonctionnait pas. Et donc les subventions ne sont pas des garanties de réussite. Il y a d'autres facteurs importants. Je pense qu'effectivement, c'est un débat qui existe dans plusieurs organismes aujourd'hui, le débat de la qualité de la filière biomasse-énergie, c'est une problématique importante au-delà de la question des subventions. Oui. Merci. Alice Lostis, en technique du biogaz et de la méthanisation. Alors j'ai bien compris que ce n'était pas directement le sujet, mais est-ce que dans vos entretiens, vous avez pu constater un effet des territoires justement? Là, vous avez dit que les choix étaient essentiellement faits par les agriculteurs en fonction de leur exploitation et de l'autonomie qu'ils voulaient avoir. Mais est-ce qu'il y avait une interaction avec les institutions locales, avec des associations de riverains, des choses comme ça, dans ces projets-là en particulier? Ou dans d'autres? Alors, dans le cas ardennais, ce qui a été souligné, c'est que on explique par deux contextes, un contexte institutionnel, enfin un contexte historique lié à une crise de la filière, notamment parce que c'est essentiellement de la filière lait dans les Ardennes, qui était en crise en 2003, et que les agriculteurs à ce moment-là se sont posé la question de savoir comment faire pour limiter les risques de faillite d'exploitation agricole par la diversification. Donc il y a eu plusieurs stratégies de diversification, et la méthanisation est apparue comme un élément de diversification. Qu'est-ce qui a fait que l'unité de méthanisation est apparue comme un élément de diversification spécifiquement dans les Ardennes et pas ailleurs à ce moment-là? C'est parce que il y avait cette association ALE08 qui était dirigée à l'époque par quelqu'un qui avait fait une thèse en biochimie et qui maîtrisait très bien la méthanisation, qui connaissait qui avait fait sa thèse avec un docteur allemand qui maîtrisait très bien la question des unités de méthanisation, et qui, lors d'une réunion publique où les agriculteurs cherchaient des solutions de diversification, a proposé cette diversification. Donc il y a un effet clairement de personnes en fait, et cette association, elle s'est pas diffusée au-delà des Ardennes. Je veux dire concrètement, c'est même, on a fait des entretiens maintenant dans la Marne. La Marne a commencé à faire des unités de méthanisation, à quelques exceptions près qui sont à la proximité de l'Argonne, c'est-à-dire le territoire à la frontière entre la Marne, les Ardennes et la Meuse, qui en fait était très lié à la proximité culturelle avec les agriculteurs de polyculture élevage ardennais.
Mais dans la Marne céréalière, la question de la méthanisation, elle est apparue pratiquement 5 ou 6 ans après. Et quand on discute avec les céréaliers marnais, ils ne disent pas on a été visiter des unités de méthanisation dans les Ardennes. Ils disent on a été visiter des unités de méthanisation en Allemagne, dans l'ouest de la France, etc. Alors qu'ils ont les Ardennes juste à côté. Et donc il y a un effet aussi d'un territoire et culturel aussi qui fait que c'est aussi le réseau d'agriculteurs, le réseau syndical qui n'est pas le même dans les Ardennes, etc. Et il y a un acteur extrêmement important qu'il ne faut pas négliger dans l'affaire, c'est les banques. Et ce qui a permis aussi de diffuser la méthanisation dans les Ardennes, c'est le rôle spécifique d'un banquier. Je ne donnerai pas son nom ici, mais il y a un banquier en particulier qui a cru à la méthanisation et qui a porté les projets de méthanisation au sein d'une banque bien connue dans le monde agricole. Caroline Leblanche, en agriculture de Bretagne. Vous avez parlé des conséquences sur le travail des agriculteurs, notamment en termes de gain de temps et aussi de changement d'activité, enfin spécialisation, passage de vache allaitantes, vache laitière à une seule production. Comment est-ce que ça s'est raisonné ou voilà, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de détails? Le gain de temps, c'est bien le fait que cette activité qui est importante de la méthanisation va prendre un temps qui est relativement faible, en fait, journalier. On était sur 2 heures, c'est ça l'idée de 2 heures, 2-3 heures que ça va prendre par jour, alors que c'est une des grosses activités finalement de l'exploitant agricole par la suite. Donc il va avoir un gain de temps parce que par cette activité-là, c'est une activité qui est assez peu coûteuse, comme on peut l'avoir sur des activités, je sais pas, de poulailler, de choses comme ça, sur d'autres activités de diversification. Après, sur la spécialisation, c'est principalement un raisonnement qui va se faire sur la possibilité financière de le faire, en fait. Tout simplement, comme pour le passage au bio. C'est un moment, ce complément de revenu va permettre à l'agriculteur de faire un choix et de s'orienter différemment dans son exploitation agricole. Le plus emblématique, c'est le bio, parce que ça demande forcément, il y a les 2 ans où il faut continuer à produire en conventionnel en ayant les rendements de l'agriculture biologique. Donc là, c'est la trésorerie de l'unité de méthanisation qui a permis ça, mais c'est aussi le cas sur les spécialisations. Et puis, de toute façon, une spécialisation qui est un peu rendue nécessaire quand même par l'ajout de cette activité qui prend quand même un peu de temps dans la journée. Et après, on a aussi des acteurs qui vont plus ou moins se spécialiser quand on a des un peu plus grosses unités de méthanisation. Certains vont se spécialiser dans l'activité de l'unité de méthanisation, soit un salarié, soit l'exploitant lui-même. Certains vont se spécialiser sur l'activité agricole. Donc on peut avoir aussi ce genre de fonctionnement-là qui peuvent se mettre en place dans les unités lorsqu'on a plus qu'un équivalent temps plein qui travaille sur l'unité de méthanisation. Oui, je voudrais ajouter 2 choses. La première, c'est que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore beaucoup travaillé, et Sabina Essenan, qui est ici présente, qui est économiste du travail, qui a rejoint notre équipe, c'est un des objectifs, c'est effectivement de travailler la question du temps de travail des unités de méthanisation. Le constat qu'on fait, c'est qu'il faut bien avoir en tête que ce qu'on fait, c'est des entretiens semi-directifs d'une durée de 2 heures, 2h30. On essaye de capter le maximum d'informations, mais ça reste majoritairement du déclaratif. Il faudrait, et je pense que ça serait un des objectifs du travail de Sabina, faire de l'observation, passer une semaine dans une unité de méthanisation et d'essayer de voir exactement qu'est-ce que ça veut dire en temps de travail passé à une unité de méthanisation. Pour les agriculteurs, c'est très difficile d'évaluer. Ils déclarent 3 heures, mais ils oublient de compter qu'ils se sont levés le dimanche à minuit pour réparer le moteur qui était tombé en panne, etc., etc. Donc ils déclarent 3 heures. En fait, 3 heures, c'est le temps qu'il faut pour charger l'unité de méthanisation quand on n'a pas un système mécanisé, automatisé, comme c'est le cas pour les petites unités de méthanisation. Donc il y a un problème de déclaration du temps de travail. Et moi, je pense que ce qui est, à mon avis, le truc qui est le plus important pour moi, c'est il y a un effet de génération. Et ça, c'est encore pas très bien mesuré dans l'agriculture. Moi, je ne suis pas spécialiste du travail agricole. Je pense que des collègues sociologues qui ont l'habitude de travailler là-dessus devraient se pencher sur cette question. Le constat qui est fait, c'est que les agriculteurs déclarent chercher à trouver des moyens pour ne plus avoir à passer trop de temps dans l'exploitation agricole. Donc, par exemple, quand on dit vache allaitante ou engraissement ou des choses comme ça,
on va choisir à chaque fois de se spécialiser. Donc pour la raison qu'a expliqué Alexandre, c'est qu'en fait, c'est une logique de diversification. Quand on avait 2 activités agricoles avant, on faisait en sorte qu'elles soient assez proches pour pouvoir diversifier sans ce qui est trop de temps de travail, mais en faire en sorte que cette diversification aussi soit compatible avec les risques de marché. Maintenant, on a éliminé un des risques de marché, on signe un contrat pour 15 ans et on est sûr d'avoir un revenu sur 15 ans qui est stable. Donc on est prêt à abandonner une des activités parce qu'on sait qu'on réduit considérablement les risques de trésorerie. Et du coup, on va chercher à se spécialiser. Et en général, les agriculteurs choisissent de se spécialiser dans l'activité agricole, soit qui leur plaît le plus, donc ça, c'est pas une question économique, c'est une question de feeling, soit parce que justement, ils essayent de réduire leur temps passé sur l'exploitation agricole. Ils veulent dégager du temps pour leur famille et ils voient dans l'unité de méthanisation un moyen de réduire ce temps de travail dans l'exploitation agricole. Une dernière question peut-être du coup? Oui. Alors, on a en Normandie. Vous avez dit qu'en fait, les agriculteurs cherchaient plutôt la méthanisation à être indépendants par rapport aux agro-industriels. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui d'apporter des éléments chiffrés sur la rentabilité comparée entre un agriculteur qui est indépendant, alors tout seul ou en collectif, et une autre unité qui fonctionne avec beaucoup d'intrants industriels et pas seulement l'agriculteur qui va chercher de l'intrant, mais carrément en termes de contractualisation. J'ai contractualisé avec un industriel qui m'apporte de la main-d'œuvre, qu'en fait on a une gouvernance qui est commune avec l'industriel. Donc est-ce qu'on a aujourd'hui, on est capable d'avoir des informations chiffrées sur la rentabilité comparée entre les 2 modèles? Alors, la première réponse, c'est pas beaucoup. La deuxième, c'est que la présentation qu'on donnera cet après-midi, on commence à essayer de comparer justement, parce que là on n'avait qu'un modèle d'unité de méthanisation clairement. Dans les Ardennes, on commence à nous essayer de comparer sur pour l'instant une trentaine, on n'est pas loin de 50 unités bientôt, 4 modèles différents de construction d'unités de méthanisation et de voir leur rentabilité dans ces contextes-là. C'est ce qui sera présenté cet après-midi et juste pour dire que la façon dont on travaille, c'est pas uniquement ça, le fait d'être en collectif avec l'agro-industrie ou seul, c'est pas uniquement ça qui va déterminer si on est rentable ou pas et puis à quel niveau on est rentable. Alors bien sûr, il y aura un effet de taille, mais on verra aussi les chiffres qu'on peut commencer à donner, mais c'est quand même assez préliminaire, en tout cas concernant nos travaux, même si on commence à avoir des résultats assez robustes sur ces questions-là. Oui, le modèle dont vous parlez, on ne l'a pas beaucoup rencontré. C'est-à-dire qu'il y a de la contractualisation avec l'agro-industrie, pas particulièrement l'agro-industrie en fait, avec l'industrie du déchet, plus spécifiquement, parce que même les agro-industriels eux-mêmes passent par des acteurs du déchet pour vendre leurs produits agro-industriels en déchets. Donc, mais il y a une raison essentielle pour laquelle on ne le voit pas trop, c'est qu'en fait, il y a une contrainte des banques au moment des financements qui oblige à ce que s'il y a des contrats, il faut que ce soit des contrats très ficelés avec une durée assez longue, d'au moins 3 ou 5 ans de contrats d'alimentation des déchets agro-industriels. Or, il y a assez peu d'acteurs pas de l'agro-industrie, mais d'acteurs du déchet qui acceptent de signer des contrats sur 3 ou 5 ans. Donc du coup, en fait, le modèle qui est vendu par les agriculteurs aux banquiers est un modèle d'auto-alimentation d'unités de méthanisation par des déchets agricoles, par des déchets, par de la culture dédiée et par les fameuses cives, donc la culture intermédiaire à vocation énergétique. Et ensuite, une fois qu'ils ont obtenu les subventions et que le banquier a donné son accord, alors ils vont faire des recherches plus poussées pour trouver des alternatives à l'un des déchets qu'ils avaient envisagé et passer par des contrats et qui vont être des contrats beaucoup plus courts.